Alors, je diminue juste les fenêtres parce que c'est en plein de là-haut. Donc, bonjour à tous. On va regarder maintenant, effectivement, le deux temps. Si ça se lance. Ouais, c'est bon. Alors, Anthony vient de le dire, hein, c'est assez compliqué d'avoir une attitude bien définie sur un temps, deux temps. Et volontairement, je vais être polémique pour essayer d'enfoncer un petit peu plein d'idées reçues et des attitudes qui sont des attitudes spécifiques de Crioa, où effectivement, avec des équipes super spécialisées, on se permet certaines choses. Mais là, dans le cadre d'une formation, il faut qu'on reste sur des choses simples et prouvées. Et ça va pas être si simple. Parce que finalement, déjà, le chirurgien va pas avoir la même attitude que l'attitude de l'infectiologue. Le chirurgien va avoir tendance à essayer à freiner un petit peu certaines choses et l'infectiologue, lui, va vouloir systématiquement qu'on enlève le plus souvent le matériel. L'anesthésiste, lui, va essayer de se poser quelques questions sur le fait de faire multiplier les chirurgies. Ça multiplie aussi les risques anesthésiques, même si c'est uniquement théorique, voire à moitié faux. Ce qui fait que ce qui va être très dur, ça va être les bénéfices et les risques sont pas les mêmes pour tout le monde. Alors que finalement, on devrait se concentrer quand même sur les bénéfices et les risques du patient, mais ça va être difficile à comprendre. Finalement, on a des situations complexes où on n'est pas tous d'accord sur la définition de complexe. Le retrait de matériel est des fois risqué, surtout sur des reprises de prothèses notamment. Et du coup, il y a certaines équipes qui poussent un petit peu les indications de la synovectomie lavage. Le un temps va entraîner une chirurgie longue, surtout si vous avez des implants compliqués à enlever, et des chirurgies qui des fois peuvent dépasser largement des créneaux de bloc classiques et qui peuvent potentiellement être hémorragiques parce que une fois que vous avez fait votre volet, que vous laissez ouvert, vous faites votre nettoyage, ben, le saignement continue et vous pouvez vous retrouver avec des vrais chocs hémorragiques sur des chirurgies relativement longues, surtout si vous changez les champs, vous recommencez, etc. En plus, le un temps, vous allez avoir besoin de matériel spécifique, voire très spécifique. Il va vous falloir des ancillaires d'extraction, éventuellement des systèmes à ultrasons pour pouvoir retirer le ciment, retirer les prothèses. Il va vous falloir des implants, et puis évidemment avoir toutes les possibilités techniques si jamais la chirurgie se passe pas comme il faut. Donc un inventaire des fois à la Prévert d'implants divers et variés. Et finalement, vous pouvez pas vous appuyer du tout sur la littérature parce que c'est extrêmement hétérogène en termes de germes. Les germes américains sont pas les mêmes que les germes européens. Les patients américains sont pas les mêmes que les patients européens. Même au niveau européen, c'est très compliqué. Et finalement, je vous ai dit, c'est hétérogène au niveau du germe, hétérogène au niveau du patient, et c'est même hétérogène également au niveau des protocoles un temps et deux temps, parce qu'on fait pas tous du un temps et du deux temps de la même façon. Et pour complexifier encore plus, il n'y a aucune étude randomisée et même aucune étude prospective avec des grosses séries peut vous permettre d'avancer sur ce sujet-là. Donc finalement, la prise en charge en cryo, elle devient plus que souhaitée parce qu'elle va vous permettre d'avoir une expérience commune avec une équipe qui est entraînée et l'expérience sur les patients précédents va vous permettre d'avancer avec votre équipe d'infectiologues et avec vos microbios qui vont vous orienter et qui vont vous aider justement à essayer de trouver une attitude commune. L'inconvénient de ça, bien sûr, c'est que vous allez finalement faire votre propre recette de cuisine. Et c'est là où, du coup, on a besoin de plus en plus de faire de la science parce qu'on va essayer de comparer un petit peu nos différentes recettes et on va essayer d'avancer avec ça. Alors, par exemple, je vous montre deux patients. Là, faire un intent sur le patient de gauche comme le patient de droite, ça va être extrêmement compliqué parce que rien que pour pouvoir enlever tout le matériel, vu que c'est théoriquement ce que vous êtes censé faire, le temps d'enlever tous les bouts de broche et les bouts de vis qui sont tout à moitié cassés, ça va être tellement long qu'à la fin, déjà même le chirurgien sera fatigué pour pouvoir faire comme il faut une chirurgie de réimplantation. Le patient de droite, pareil, avec en plus un risque vasculaire important puisque vous aviez une vis qui était sur l'artère. Et du coup, au bout d'un moment, vous pouvez vous retrouver en cours de route à partir pour un temps et à se terminer la queue entre les jambes, on va dire, à faire un deux temps avec un choc hémorragique massif. La science qu'on a fondamentale par rapport à ça, c'est que l'existence d'un biofilm mature va vous imposer l'ablation des implants. Là-dessus, on est à peu près tous d'accord. En gros, ça arrive au bout de 15 jours de la formation du biofilm. C'est pour ça qu'on dépasse en général les 3 semaines depuis le début des signes. On conseille l'ablation des implants. Cette ablation peut se faire dans le même temps chirurgical que la réimplantation ou dans deux chirurgies espacées, mais finalement, le un temps et le deux temps, c'est la même chose. C'est un peu ce que dit Fares Haddad. Un temps, c'est en fait un deux temps extrêmement court. Donc finalement, vous avez des situations où vous pouvez avoir soit un temps, soit un deux temps, ça peut se concevoir. Par contre, il y a des situations où le un temps
donc les 2 temps en une seule chirurgie, va présenter des risques beaucoup plus importants ou va pas de présenter de bénéfices prouvés pour le patient. Et là-dessus, là, on a quand même quelques billes. Alors, qu'est-ce que c'est un 2 temps en hanche? Ben, c'est finalement une première chirurgie, une synovectomie complète. On enlève tous les implants et on enlève uniquement les interfaces osseuses. Sinon, ça n'a pas de sens de proposer une différence par rapport à un implant. Parce qu'un implant, on a tendance à être beaucoup plus large en termes de résection, vu qu'on va considérer qu'on va remettre une prothèse. Donc, on ne remet pas une prothèse dans le pus. On va essayer d'enlever justement le maximum les interfaces, plus que les interfaces osseuses. C'est pour ça que l'attitude allemande, c'est un peu de la résection carcinologique. C'est pas du tout le cas dans le cadre d'un 2 temps. Là, on va enlever les implants et uniquement les interfaces osseuses. On fait un lavage abondant, on met un spaceur, on met une antibiothérapie qui débute dès la fin des prélèvements. Une durée totale de 6 semaines, c'est l'attitude à peu près commune pour tout le monde. Évidemment, vous avez des 2 temps courts, mais c'est pas du tout le sujet actuellement. Là, on va parler de choses simples pour essayer d'avoir des protocoles qu'on va pouvoir comparer. Donc, on n'est pas dans le 2 temps court, 2 temps long, on est dans du 2 temps, on va dire, classique. Vous avez une antibiothérapie à large spectre, puis ensuite vous allez adapter à vos prélèvements. Vous faites une fenêtre antibio de 2 semaines. C'est l'attitude qu'on a nous, en tout cas à Saint-Étienne. Ça nous simplifie parce que ça va nous permettre d'orienter un petit peu le devenir sur ces patients qui sont des patients compliqués. Évidemment, ça se discute. En l'absence de signes cliniques et biologiques de persistance et de résurgence d'une infection, c'est-à-dire que si vous les avez, ces signes, à ce moment-là, vous faites un changement de spaceur, ça peut arriver. C'est rare, mais ça arrive, de moins en moins, mais ça peut arriver. Donc c'est pour ça que nous, on continue de faire cette fenêtre. On fait une deuxième chirurgie, on refait une synovectomie, on renlève le spaceur, on fait un lavage, on refait des prélèvements, bien sûr, et on implante un nouveau jeu d'implant. Et votre antibiothérapie du deuxième temps, à ce moment-là, vous avez l'antibiothérapie, étant donné que vous allez mettre des implants, vous gardez les mêmes recos que pour mettre des implants classiques, mettre une prothèse de hanche. Attention, je fais la biblio la semaine dernière, il n'y a absolument rien sur l'antibioprophylaxie, que ce soit dans le un temps ou dans le 2 temps, donc ça n'engage que moi. Antibiothérapie du deuxième temps qui va être reprise dès la fin des prélèvements, soit adaptée sur les prélèvements que vous aviez déjà eu le premier temps, soit évidemment une antibiothérapie à large spectre. Nous, on est quand même assez favorable au large spectre parce que vous avez souvent des germes supplémentaires que vous découvrez, qui sont pas forcément d'ailleurs des germes qui sont des nouveaux germes, qui peuvent très bien être des germes que vous aviez la première fois et qui n'avaient pas poussé sur les milieux de culture parce que vous aviez déjà un staphylocoque doré qui avait tapé toute la nourriture, par exemple. Alors, cette antibiothérapie du deuxième temps va être arrêtée quand tous vos prélèvements seront revenus stériles entre J10 et J21. En tout cas, c'est l'attitude qu'on a nous, ce qui revient à peu près au même au final entre nous. On fait deux mois entre les deux temps, du coup, avec la 15 jours de fenêtre. Ce qui fait que si vous avez vos prélèvements, il vous faut en général 3 semaines avant d'avoir tous les prélèvements, les ADN, 16S, etc. Ce qui fait qu'on n'est pas très loin de ce qui se fait à Lyon, à peu près à une semaine près. Nous, on utilise, nous, la classification de McPherson, on l'utilise de plus en plus, les Américains l'utilisent beaucoup dans leurs études. Cette classification de McPherson, elle est simple, vous avez des facteurs à noter, c'est les facteurs que vous avez dans la partie basse, là que je vous montre avec la flèche. Ça va vous permettre de grader votre patient, d'avoir un grade systémique qui est en fait un grade d'immunocompétence, on va dire, et un grade local qui va vous donner aussi des indications sur la difficulté de réaliser un intent. Donc vous regardez combien vous avez de facteurs, écouter ces facteurs. Si vous avez un à deux facteurs, vous êtes classé B. Si vous avez trois facteurs, ou enfin plus de deux facteurs en tout cas, vous passez en classification C. Vous avez donc des contre-indications théoriques, ça c'est l'étude initiale de Zimmerli qui fait beaucoup parler, etc., qui est une étude qui est certes ancienne, hein, on commence à arriver à 18 ans, mais ça reste pour l'instant toujours la recommandation officielle. Donc les contre-indications théoriques, elles restent théoriques, mais il y en a certaines quand même, vous allez voir, on a quelques études. Présence de tissu mou endommagé ou fistule, donc Macpherson 2 ou 3, d'où l'intérêt du Macpherson. Un pathogène non identifié, et ça pour moi c'est vraiment quelque chose de primordial. Un micro-organisme de traitement difficile, c'est-à-dire un staph métier, ça c'est surtout le truc américain, qui l'ont en plus en natif. Des autres micro-organismes multirésistants, mais vraiment multirésistants, pas juste une simple résistance à l'amoxicilline, par exemple, sur votre staph. On parle de vraie multirésistance. On parle entérocoque très très difficile à traiter, et champignons. Dans les études, toutes les études de un temps avec des champignons sont des études avec des taux d'échec très importants. Immunodépression sévère, donc c'est là où le Macpherson vous sert également parce qu'il vous permet de coter l'immunodépression. Donc en général, quand vous avez un Macpherson B ou Macpherson C, c'est là que vous avez le maximum d'échecs. Donc ces patients-là sont techniquement contre-indiqués au 1 temps. Chaque fois que vous avez une reconstruction osseuse nécessaire, donc en gros, quand la chirurgie va vous prendre tellement de temps déjà à enlever les implants et qu'il va falloir les remettre derrière et que vous allez vous retrouver avec une chirurgie qui va se terminer à la lanterne.
Les données isorésins sur les infections sur PTH sont intéressantes parce que finalement, si vous additionnez tous ces différents germes que je vous ai listés, vous avez largement plus de 50% des infections sur PTH listées dans l'isoraisin, qui pourtant prend pas tout, qui sont techniquement contre-indiquées au 1 ans si on suit les recommandations de Zimmerli, notamment les entérocoques, les champignons et les staphes métières. Notamment, il y a également les staphes coagulase négatifs qui souvent sont résistants. Alors la littérature ne nous sert pas des masses, on va quand même s'en servir pour quelque chose. On a deux revues de cohorte mais on appelle méta-analyse, mais attention, si vous n'avez pas d'études randomisées, le statisticien ne peut pas vous valider une méta-analyse. C'est pareil pour les revues systématiques. Revues systématiques, ça suit des guidelines qui sont les guidelines du PRISMA et ça nécessite d'être listé. En orthopédie, on se permet beaucoup de choses, mais sur le plan de la science dure, on n'est souvent pas forcément dans les clous. Donc les deux études de cohorte, c'est comme ça qu'on devrait les appeler, sont en faveur du 2 temps par rapport au 1 temps, justement par rapport à ces cas un petit peu limite de contre-indication au 1 temps. Il y a une étude de G qui montre 55% d'échecs du 1 temps chez des immunodéprimés. Donc là, vraiment faites attention sur ces Macpherson C notamment. 21% d'échecs du 2 temps en cas de staph métière, ça c'est l'étude de Lung. Il y a une revue de Kim qui montre du coup un taux d'échec assez important, mais très important du 1 temps quand vous avez un candidat à Albicans, et vous regardez la différence par rapport aux 7% d'échecs quand ils avaient les mêmes patients avec qui vous avez mis du 2 temps. Et il y a une étude de Wolf, alors ils n'ont pas d'algorithme décisionnel, donc c'est pour ça que ça explique probablement leurs résultats. Ils ont pris des patients à qui ils avaient fait du 1 temps, des patients à qui ils avaient fait du 2 temps, c'est discutable, mais ils ont quand même 5,5% d'échecs du 2 temps contre 43% d'échecs pour du 1 temps. Donc ça milite justement fortement en faveur d'un vrai algorithme décisionnel, en tout cas quelque chose sur laquelle vous allez pouvoir vous baser vous, et qui va vous orienter sur est-ce qu'on fait du 1 temps, est-ce qu'on fait du 2 temps. Parce que finalement, il n'y a aucune preuve de supériorité du 2 temps ou du 1 temps. Et c'est ça qui est intéressant. Et même en hanche, où par contre, effectivement, c'est là où on se permet plus de choses. Il n'y a pas d'études randomisées, 1 temps versus 2 temps. Il y a un niveau de preuve C3 sur la supériorité du 2 temps. Donc on ne peut même pas dire que le 2 temps c'est mieux sur l'infection. Donc C3 c'est le plus bas que vous avez, hein. C'est le niveau plancher. Il n'y a pas de preuve au niveau infectieux, mais il n'y a pas de preuve également au niveau fonctionnel. Et c'est ça qui est intéressant, parce que les gens vous disent il y a moins de mortalité au niveau du 1 temps. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a pas d'études randomisées. Les patients sont sélectionnés. Donc évidemment, si vous prenez tous les patients qui ont le meilleur état général et vous regardez ce qu'ils donnent au bout de un an, un mois et demi de traitement avec des nouveaux implants, vous considérez qu'ils vont mieux, mais c'est pas parce que vous leur avez remis des implants qu'ils vont mieux. C'est vrai dans la hanche, c'est vrai également dans le genou. Néanmoins, quand on a fait, du coup, justement, je vous en parlerai à la fin, quand on a fait un sondage en ligne à travers le réseau des CRIOA, 72% des infections chroniques de PTH seraient traitées par un temps. Dans le réseau des CRIOA français, le 2 temps, c'est devenu voilà, quelque chose qui n'est pas sexy, en tout cas pas dans le cas d'équipes super spécialisées. Et quand on regarde finalement dans le monde entier, Anthony Wyss vient d'en parler, aux US, il y a une écrasante majorité du 2 temps, mais c'est pas forcément des équipes qui sont hyper spécialisées. Donc ça peut expliquer éventuellement une partie de ces choses-là. Il y a des équipes très spécialisées, mais pas que. En Europe, il y a une tendance forte au 1 temps, mais il y a une tendance forte à parler du 1 temps. Dans les faits, il y en a, mais je suis assez d'accord avec Anthony quand il mettait 30%. En Angleterre, c'est à peu près dans ce genre de grandeur. Par contre, il y a une tendance forte du 1 temps, mais de quel 1 temps on parle? Je vous ai dit, les études sont extrêmement hétérogènes également sur la façon dont nous on fait nos choses. L'endoclinique, donc vraiment l'équipe de Thorsten Gerke, c'est du 1 temps à résection carcinologique. Ceux qui étaient à la Sofcote l'auront peut-être vu, c'est vraiment du 1 temps où vous mettez des prothèses de tumeurs après des prothèses de première intention infectées. Donc c'est pas le même 1 temps qui est préconisé actuellement voilà, dans les études européennes. Au cryoac, il y a une tendance par contre très forte au 1 temps, mais il peut y avoir éventuellement, et attention, en l'absence de preuves scientifiques formelles, il y a un effet de mode. Le 2 temps, c'est une chirurgie historique, c'est celle qui a été faite depuis le départ. C'était le 2 temps, c'était l'alternative à la résection arthroplastie où on met plus rien, où on fait même des désarticulations éventuellement en hanche. Et c'est évident que personne n'a envie de faire ça. Le 2 temps, c'était déjà un progrès. Le 1 temps, c'est devenu quelque chose à envisager.
Mais voilà, attention quand même à cet effet de mode. Et ce qui est certain, c'est qu'il y a une logistique favorable au 1 temps, puisque ça permet de traiter plus de patients pour une occupation de salle donnée. Et ça, nous, chirurgiens, on le sait, on le sait, on le sait vraiment, on n'a plus de salle d'opératoire. Donc c'est évident que pouvoir caler un patient et de l'opérer en une seule fois et pas avoir à le reprogrammer, alors qu'on a 4 à 5 mois de délai, et de pas avoir à le reprogrammer un mois et demi, 2 mois après, c'est certes beaucoup plus favorable et beaucoup plus pratique pour nous. Ça met en valeur la technicité de l'équipe parce que c'est évident qu'on a l'impression d'être très fort. On arrive à traiter les patients en une seule fois. Le patient, il a une vraie prothèse, il marche dans le couloir. On peut faire des posts sur LinkedIn. C'est sûr que c'est bien plus sexy que de faire du deux temps. Mais est-ce que c'est mieux? On ne sait pas. Alors finalement, la question importante, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir faire du deux temps? Et là, du coup, ben, vous allez avoir que mon avis à moi, qu'on peut appeler un avis d'expert, mais c'est à vous de me dire si je suis considéré comme un expert. Pour moi, c'est chaque fois que, alors j'élimine tout de suite la fistule parce que c'est pas pour moi une réelle contre-indication en hanche. Pour moi, c'est chaque fois qu'il y a une chirurgie plastique qui est nécessaire parce que là du coup vous allez avoir une période où vous n'êtes pas certain que cette chirurgie plastique va être efficace et donc c'est là où le deux temps est bien plus pratique. Ça vous permet de faire l'explantation, d'être sûr que ça cicatrise bien et à la fin vous reprendrez votre lambeau tranquillement 2 mois plus tard. Chaque fois qu'il y a une reconstruction par tige longue ou par une armature, parce que ça va vous permettre également de pouvoir faire un scanner post-opératoire sur un spaceur qui va être beaucoup plus, vous aurez beaucoup moins d'artefacts mécaniques, vous allez pouvoir programmer votre chirurgie de façon beaucoup plus certaine et de façon beaucoup plus sûre. Parce que c'est pas facile de faire une planification sur des implants métalliques. En tout cas, pour moi, quand vous avez une période de sans appui strict, il faut qu'on m'explique quand même l'intérêt de pouvoir remettre des implants tout de suite si le patient il a pas d'appui pendant un mois et demi. Parce que du coup, à ce moment-là, il aura plus facilement l'appui avec un spaceur. Nous, on fait appuyer nos spacers, que ce soit dans les hanches ou dans les genoux. Par contre, il faut avoir des spacers qui sont déjà fabriqués. L'immunodépression est également une contre-indication. Alors là, c'est pas que moi, il y a suffisamment d'études là-dessus. Quand c'est un champignon ou quand c'est un germe très résistant, là aussi, pour moi, c'est du deux temps systématique. Quand vous avez une infection multisite ou quand vous avez une bactériémie documentée, très important, la bactériémie, c'est un facteur d'échec des synovectomies, c'est un facteur d'échec dès un temps. Donc évidemment, moi, méfiez-vous fortement de ces bactériémies. C'est parce que vous avez un germe qui peut être quelque part et qui va vous mettre en danger votre chirurgie. Parce que le un temps, vous n'avez pas le droit à l'erreur une fois que vous avez programmé votre un temps, si pour reprendre un temps pour faire un deux temps derrière, il va plus rester beaucoup de patients à la fin. Échec de synovectomie lavage, ça c'est l'attitude, on va dire, classique des recours dont on vous a beaucoup parlé international. Échec de un temps, échec de deux temps, et ça se voit justement dans l'étude récente des Allemands de l'endoclinique, qui ont montré que dans leurs échecs de un temps, il y avait justement échec de un temps, échec de deux temps, échec de synovectomie lavage. Donc même dans les équipes très en faveur du un temps, ils le listent quand même dans leurs contre-indications. Et enfin, défaut d'équipement, si vous n'avez pas de quoi faire pour enlever les implants comme il faut, sans tout casser, sans faire de volet, posez-vous la question de faire plutôt un deux temps que de se faire un temps. Question subsidiaire, peut-on faire du un temps hors cryohack? Alors personnellement, je ne pense pas, parce que je pense que si c'est vraiment quelque chose où on n'a pas le droit à l'erreur, et à ce moment-là, c'est mieux de faire ça dans des équipes qui ont l'habitude. Le deux temps, c'est quand même plus simple à faire, et ça permet quand même de sécuriser certaines choses. Alors pour finir sur une note un petit peu plus, comment dire, légère, le futur, ça va probablement s'orienter autour de la gestion de ce biofilm. Alors, on voit de plus en plus l'apparition d'inhibiteurs de biofilm. Nous, on utilise notamment le DAC, qui est en fait un gel que vous pouvez tartiner sur les implants, ou dans lequel vous pouvez inclure des antibiotiques, et qui pourrait, en tout cas, c'est ce qu'on est en train de faire, nous, qui pourrait permettre de limiter les contre-indications en un temps. On a un PHRC en cours randomisé, donc la première étude de la littérature, un temps plus cet inhibiteur de biofilm et les antibiotiques versus deux temps dans les contre-indications théoriques au un temps que je vous ai listé tout à l'heure. Il y a une étude anglaise qui est en cours sur les bénéfices fonctionnels du un temps, étude a priori randomisée, donc on aura peut-être des informations sur ces théories, ces bénéfices théoriques du un temps en ce qui concerne la morbimortalité ou la récupération fonctionnelle. Il y a une étude médico-éco, mais qui est non randomisée en cours entre un temps versus deux temps. Je ne sais pas où ça en est du recrutement, je pense que c'est terminé. Et également, il y a des nouveautés en ce qui concerne les revêtements antibactériens. Ça se fait de plus en plus, ça commence à faire un petit peu plutôt en traumato, mais ça devrait arriver normalement dans les prothèses. Encore faut-il que ce soit remboursé, que ça ne fasse pas des surcoûts, etc. Il y a également, puisque on est à Lyon, la phagothérapie, et je pense que on essaye de parler de phago d'air, c'est un peu ce qu'essaye de mettre en avant Tristan. Moi, je crois beaucoup justement au potentiel de la phagothérapie dans le un temps ou dans le deux temps, et probablement le deux temps, étant donné que c'est des patients compliqués, peut-être que c'est là où on aurait
le plus d'actions, enfin en tout cas voilà, ça reste comme mon avis, et je peux pas m'empêcher de vous parler de notre étude randomisée qui est déjà lancée depuis le mois de février, où maintenant on est bien mature. On devrait arriver à ouvrir Lyon bientôt, c'est pour ça c'est un moyen pour moi de mettre un peu la pression. On vient d'avoir, on peut maintenant inclure aussi les patients déments par le biais des personnes de confiance. On a déjà ouvert 5 centres. Je remercie du coup Clermont et Stéphane Descamps qui est là. Bordeaux, Dijon, Amiens. Et je vous invite, bien sûr, si vous avez des patients, on vous les prendra et on les prendra en charge. C'est tout, en gros, toutes les infections chroniques sur PTH sont techniquement incluables dans le protocole. Il nous faut 440 patients, donc c'est sûr il va falloir qu'on ait plus de monde. On a encore plein de centres à ouvrir, Lyon bientôt, Toulouse au mois de janvier, etc. Et je vous remercie.